Eh bien, si vous voulez bien, nous allons démarrer. Bonjour à tous, bienvenue et avant tout un grand merci pour votre présence à cette 7e édition déjà de Think Éducation et Recherche, organisée par Newstank Éducation et Recherche et notre site ouvert Campus Matin. Un événement qui, vous l'avez sans doute vu, se déroule cette année en format hybride en raison de la crise sanitaire qui perdure. On espère qu'elle va rapidement se terminer maintenant. Avec donc 2 matinées à distance, en webinaire, aujourd'hui et demain, et puis une journée en présentiel à Sorbonne Université, jeudi. Mais comme chaque année, il y a un programme très riche que vous pouvez retrouver en ligne. Voilà, je tiens au passage à remercier tout de suite tous nos partenaires sans qui un tel événement gratuit et ouvert à tous ne serait tout simplement pas possible. Voilà, il est temps d'entrer donc dans le vif du sujet. J'ai donc le plaisir d'animer cette expert room que nous avons intitulée Investir dans la recherche pour renforcer l'excellence française. Alors, où en est la recherche française? Quelles sont ses forces, ses faiblesses? Derrière le constat global, il ne faut pas se le cacher, d'une perte de vitesse de la France sur la scène mondiale de la recherche, une analyse plus fine des données de la recherche peut-elle faire apparaître des domaines d'excellence où la recherche française se distingue fortement? Et puis, plus globalement, comment tirer parti de ces datas pour y voir plus clair, pour identifier et rendre visibles ces domaines d'excellence, et puis au final, pour permettre aux acteurs français de la recherche de mieux orienter leur stratégie. Autant de questions passionnantes, ma foi, auxquelles on va tenter de répondre dans l'heure et quart qui vient, et ce, grâce à nos intervenants, que je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation, et que je vais donc tout de suite vous présenter. Nous avons donc le plaisir d'avoir avec nous Mina Pham, qui est conseillère pour la science et la technologie à l'ambassade de France au Royaume-Uni. Nous avons avec nous Anne-Catherine Rota, consultante en Research Intelligence chez Elsevier. Daniel Aigret, astronome émérite, chargé de mission référencement et classement à l'Université Paris Sciences et Lettres. Stanislas Lyonnais, directeur de l'Institut Imagine. Et puis Noureddine Manamani, qui est directeur des relations extérieures et institutionnelles de Campus France et qui est aussi secrétaire général du Forum de Campus France. Voilà, avant de leur passer la parole, je rappelle juste en 2 mots à tous ceux qui nous suivent en direct de ne pas hésiter à vous présenter rapidement par écrit et à poser des questions, bien sûr, dans l'onglet questions. Vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous semblent particulièrement pertinentes. Et c'est aujourd'hui mon collègue Romain Ledroit qui est aux manettes pour nous faire remonter certaines de vos questions. Romain qui va peut-être d'ores et déjà vous redonner par écrit le hashtag de notre conférence, c'est le hashtag ThinkEdu22. N'hésitez pas à l'utiliser sur les réseaux sociaux pour signaler votre présence à ce webinaire. Voilà, sans plus attendre, j'ai d'abord envie de passer la parole à un acteur de terrain, Stanislas Lyonnais, qui dirigeait cet institut, Imagine. L'Institut Imagine est donc un institut hospitalo-universitaire. Parce que oui, il n'y a pas que l'IHU de Didier Raoult dont on parle matin, midi et soir, il y en a d'autres. Donc Stanislas Lyonnais, l'idée c'est juste là pour lancer notre table ronde, nous dire juste en quelques minutes quel regard vous, à la tête de cet Institut Imagine, vous portez sur le niveau de la recherche française aujourd'hui. Peut-être aussi nous dire quelques mots sur ce modèle d'IHU qui est sans doute aussi une réponse pour rester dans la course internationale de plus en plus rude. Et puis, vous nous direz aussi peut-être concrètement comment vous procédez, vous, pour accroître la visibilité de cet Institut Imagine et de ses domaines d'excellence à l'international, pour nouer de nouvelles collaborations avec la recherche publique ou privée, ou bien encore pour détecter et s'allier avec les meilleures équipes sur vos sujets d'études. Voilà, je vous laisse la parole pour 5-7 minutes. C'est à vous. Merci beaucoup Jean-Philippe, et je suis très, très sensible à l'invitation de Think Education et Recherche pour vous apporter, comme vous le disiez, un témoignage de terrain, j'allais dire qui vaut ce qui vaut, c'est-à-dire qui vaut ce que je vois sur un campus hospitalo-universitaire assez ancien, puisque c'est Necker-Enfants Malades, donc c'est 220 ans de pédiatrie de génétique, et pourtant un campus qui a voulu se doter d'un outil considéré comme innovant, un institut hospitalo-universitaire parmi les 7
qui peuplent aujourd'hui la France. Vous en avez cité un deuxième, l'Institut des maladies génétiques à Necker, qui est un hôpital assistance publique avec l'Université de Paris et l'INSERM comme grand fondateur. Il n'y a pas que, mais comme grand fondateur. Et puis, il y en a 5 autres que vous connaissez probablement, comme l'Institut de la Vision, par exemple, ou encore l'Institut du cerveau à la Pitié-Salpêtrière. Il y en a un à Bordeaux, il y en a un à Strasbourg. Et ces IHU, justement, ont été des éléments de réponse à partielle, bien entendu, des investissements d'avenir, le lancement 2010-2011, à la question que vous posez, à la question qui est une perte de visibilité, une perte de sensibilité sur l'efficacité de la science en France, sur sa popularité, sur le sentiment aussi que les citoyens peuvent avoir vis-à-vis de la recherche en général. Et dans ce cadre-là, et faisant le constat aussi de centres hospitalo-universitaires, nos CHU, plusieurs dizaines de CHU, dont la mission de soins est absolument remarquable, et je le dis d'autant que c'est des collègues répartis sur tout le territoire et dont je connais que très peu, dont la mission d'enseignement est accomplie de manière remarquable aussi, avec des cerveaux qui sont bien faits, bien formés, et qui même sont très, très en grande valeur sur le marché international. Il y a les médecins, les chercheurs, les biologistes français, les scientifiques français s'exportent très, très, très bien. Mais ça, ce n'est pas tout à fait le bon sens de l'export. On aimerait aussi de l'import. Et faisant ce constat de dire, en revanche, la recherche de sites dans ces CHU, la recherche biomédicale, pour celle qui me concerne, ce n'est pas la seule, mais celle qui me concerne, elle est à la traîne de ça. Donc une mission de recherche à la traîne par rapport à des missions de soins et d'enseignement qui sont portées à un relativement bon niveau, en tout cas à un niveau de compétition. Et c'est ce constat-là qui a poussé les investissements d'avenir à distraire certains éléments, je crois que c'est 1 à 2% de cette période, pour dire nous n'allons pas déclasser, c'est très difficile en France, mais nous allons essayer transitoirement de surclasser par un mot qui est peu pratiqué dans notre monde scientifique, médical, biomédical, qui est le mot investissement. Et ça, il a fallu comprendre ce que c'était qu'un investissement, parce que je pense que c'est une bonne réponse. L'investissement, c'est de l'argent qu'on ne dépense pas, ce n'est pas un grant, ce n'est pas un budget de recherche qu'on va consommer et puis on se quitte bons amis avec, espérons-le, des résultats supplémentaires et de qualité. Non, c'est de l'argent qui va servir à créer le système qui va, à son tour, nous permettre de mettre notre système à niveau, notamment du point de vue budgétaire, financier. Et c'est la réponse, au fond, c'est une des réponses possibles, bien entendu, à tout ce que j'ai cité comme problème d'attractivité, de difficultés dans les secteurs de prématuration, maturation de la création de valeur, et aussi le secteur des carrières. Et ce système montre que le système d'investissement d'avenir, il a eu plusieurs mérites, me semble-t-il. Le premier, c'est d'avoir dessiné une carte de la France entre les IHU, les RHU, recherche hospitalo universitaire, 34 aujourd'hui. Et si on regarde cette carte, eh ben on a très naturellement, c'est assez darwinien parce que c'est des sélections internationales, il n'y a pas d'intention politique derrière. Qu'est-ce qui a fleuri? Qu'est-ce qui est relativement bon? Comment peut-on fertiliser ça encore plus? Autrement dit, une cartographie du territoire français. Et je pense qu'elle serait très intéressante à utiliser. Elle n'exclut pas le reste, bien sûr, mais elle permet de voir là où il y a eu, par sélection internationale, besoin, nécessité et crédibilité de l'investissement. Deuxième élément, et c'est une redite de ce que je viens de dire, c'est la notion de proximité. C'est de dire, je pense qu'il ne faut pas que les établissements publics aient une politique de site au singulier, mais une politique des sites. C'est pas pareil d'être à Strasbourg et de faire la chirurgie assistée par ordinateur et de décréter qu'on va faire la même chose à Paris Necker pour prendre mon endroit. C'est pas pareil. Il y a une ambiance, un écosystème qui fait que localement c'est crédible, à un certain moment c'est crédible, et c'est important. Le troisième élément, c'est l'agilité. L'agilité est donnée par le système public-privé, le système des fondations qui portent les IHU, des fondations de droit privé, très exactement parallèles à des fondations d'utilité publique, mais à objet scientifique, associant les partenaires publics en majesté, bien entendu, il ne s'agit pas de les écarter, mais avec le secteur privé et des personnalités qualifiées qui sont bienveillantes pour que ce système évolue. Les deux conditions supplémentaires d'une chance de succès, je ne dis pas un succès, ce serait arrogant, mais une chance de succès de ces systèmes d'investissement d'avenir, l'ABEX, IHU, RHU, c'est la qualité de la gouvernance, je crois que c'est très très important, et puis aussi la
dureté, si je puis dire, l'exigence de l'évaluation, mais pas l'évaluation qui passe et puis on regarde, on dit, ah oui, on aurait pu faire l'évaluation qui est suivie des faits. Je vous parlais de système darwinien, si ça ne marche pas, les IHU, il ne s'agit pas de fermer les IHU, il s'agit de fermer ceux qui ne marchent pas ou qui ont eu des défauts ou qui ne marchent pas assez bien ou de les aider à se redéployer vers quelque chose qui marche. Et c'est ce système-là qui aussi est un peu défectueux. On a une évaluation scientifique qui n'est peut-être pas assez rude et qui est surtout peut-être pas assez suivie des faits immédiats en disant ici ça marche, on va essayer d'accélérer. Ici, ça marche moins bien, on va plier, peut-être transitoirement, peut-être temporairement, mais à cet endroit. Voilà quelques éléments de réflexion sur ce que l'outil IHU et les investissements d'avenir nous ont permis de construire à Imagine, et aussi ce qu'ils inspirent, non pas de généralisation, ce serait immodeste et prétentieux, mais de quelques pistes de réflexion pour répondre à votre question. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans la recherche en France? Oui, certainement, aux conditions. Et elles sont nécessaires, mais elles ne sont peut-être pas suffisantes aux conditions que je viens de proposer. Merci beaucoup pour ces explications sur ces objets, hein, ces IHU issus du programme d'investissement d'avenir. Avant de passer peut-être la parole à Daniel Aigret, peut-être juste une précision, parce que c'est aussi un peu le sujet du jour, c'est effectivement le recours aux data. Est-ce que de plus en plus, voilà, par exemple, à l'Institut Imagine, vous recourez aux données pour piloter votre stratégie? Et est-ce que vous pouvez nous dire aussi en deux mots, vous m'avez mentionné lorsqu'on s'est eu en ligne pour préparer ce webinaire, vous disiez que je crois que le ministère de la Santé fait même appel à vos compétences en matière de data, veut s'inspirer de certains de vos outils. Est-ce que voilà, vraiment là pour le coup, en 2 minutes, vous pouvez nous parler de ça? Alors, 2 minutes, peut-être moins d'ailleurs. Oui, les données, évidemment. Alors, en plus, l'objet d'Imagine, l'Institut des maladies génétiques, appelle les données, puisqu'on séquence l'ADN à tour de bras, à très peu de prix. On fait des études de cellules uniques. On a des phénotypages, le jargon du généticien pour dire les signes cliniques des personnes atteintes de maladies génétiques, d'une grande performance. L'image est là, la visualisation, les jumeaux numériques. Bref, les données sont véritablement une des lignes stratégiques les plus importantes. Donc la réponse est oui, 10 fois oui. Mais il y a une espèce de mise en abîme de ces données, c'est-à-dire que nous aimerions peut-être être encore plus utilisés par notre système public et aussi des partenaires privés, bien entendu, en tant qu'expertise, en tant qu'accompagnement, pour tester des hypothèses. Et celle à laquelle vous faisiez référence est intéressante, c'est est-ce qu'un entrepôt de données mélangeant sciences, données de recherche et données de clinique qui nous sont confiées par l'Assistance publique hôpitaux de Paris avec prudence, ils ont raison. Est-ce que cet alliage-là a une valeur ajoutée? Et deuxièmement, est-ce qu'il est transposable? Est-ce que les logiciels, les mécanismes d'intelligence artificielle sont transposables à d'autres sujets? L'objet en question, c'est un entrepôt de données intelligent qui s'appelle Doctor Warehouse, c'est un jeu de mots pour les maladies rares, qui consiste à absorber aujourd'hui plus de 820 000 dossiers d'enfants et familles atteints de maladies génétiques et poser des questions que nous n'avions pas et tâcher de répondre à des questions que nous avons. Et ce genre d'outil, à mon avis, peut être développé et utilisé dans de tout autre domaine que la science et les médecines par les mêmes logiciels d'extraction de textes libres et de reconstitution de données, cette fois-ci supervisées. Voilà un exemple pour vous dire que oui, les données sont vraiment au centre de nos préoccupations par leur production et aussi par leur utilisation. Et ça s'appelle un dernier commentaire, pardon, je dépasse mes 2 minutes, mais c'est de dire il y a beaucoup de règlements, de précautions légitimes, éthiques, réglementaires autour des données, c'est normal. Il faut être respectueux de l'anonymat, la confidentialité, RGPD, oui. Il y a aussi une attitude tout aussi inéthique que celle qui serait de ne pas respecter les données, c'est de ne pas les utiliser. C'est tout aussi, à mes yeux, de scientifiques et de médecins, c'est tout aussi inéthique de ne pas faire quelque chose pour utiliser. Donc, entre ces deux extrêmes, être irrespectueux des données et ne pas les utiliser, il y a une route étroite, notamment celle de ce qu'on appelle le partage fédératif, c'est-à-dire de pouvoir étudier les données sans en être propriétaire. Voilà une autre piste dans ce domaine. Un grand merci Stanislas Sionnet pour toutes ces précisions passionnantes. Je me tourne donc maintenant vers Daniel Aigret, car Daniel Aigret, vous avez récemment publié une étude qui, je crois, donne une vue complète
complète de l'impact scientifique de la France, une étude basée là encore sur des données bibliométriques, ici de publications scientifiques. Est-ce que vous pouvez du coup, là aussi, juste en quelques mots pour ce premier tour de table, nous dire ce que montrent globalement ces données que vous compilez sur la position de la recherche française sur la scène internationale, et puis aussi si ces données elles font apparaître des domaines, des poches d'excellence, des sujets en émergence où la France a peut-être une carte à jouer dans les années qui viennent. Daniel Aigret. Oui, bonjour à tous. Alors, quelques mots, effectivement, sur ce que nous apprend l'observation de la publication scientifique, en l'occurrence de la recherche française. C'est des questions que je me suis posées pour essayer de comprendre comment cette observation de la production scientifique nous éclaire sur l'impact de notre travail de recherche d'une institution, d'un pays, et comment il se compare avec d'autres. Alors, quelques chiffres peut-être pour poser le débat. La publication scientifique française, c'est environ 100 000 publications par an. C'est-à-dire, quand on dit publication, c'est publication d'un article scientifique, d'une communication dans un congrès, d'un document référencé dans les grandes bases documentaires. 100 000 publications par an, 3 millions au niveau mondial. Donc, je donne des chiffres évidemment arrondis. Je suis astronome de formation, donc vous savez que les astronomes aiment bien donner des ordres de grandeur. Donc, 3 millions de publications mondiales. Donc, la France, c'est 3% de la publication mondiale, en tout cas en contribution à la publication mondiale. 3%, l'Observatoire des sciences et techniques a produit un rapport très intéressant sur la position de la France dans le monde, donne même un chiffre un tout petit peu plus précis, 2,8%. Et c'est ce chiffre-là qui, comparé aux autres pays, ceux qui sont devant nous, les USA, la Chine, bien sûr, mais aussi le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, et plus récemment l'Inde, l'Italie et la Corée du Sud. Voilà, on constate qu'il y a quelques années, la France était plutôt 5e mondiale en nombre de publications. Et là, on a plutôt perdu deux ou trois rangs. Alors après, c'est un indicateur. On parle de quantité de publications. Après, il faut regarder dans le détail. Est-ce que ces publications ont un vrai impact? Est-ce qu'elles sont de bonne qualité? Est-ce qu'elles sont lues par nos collègues? Et puis, pour répondre aussi à la question qui m'était posée, plus précisément, on peut faire des focus, des zooms sur des domaines de recherche. Quels sont les domaines de spécialité de la science française? Là, par exemple, l'OST répond aussi à ça. L'OST mentionne des domaines de spécialité autour d'une forte spécialisation dans les humanités, en particulier l'histoire du passé humain, les mathématiques, bien sûr, qui est un domaine d'excellence de la science française, les sciences de l'univers, et aussi le domaine immunité et infection. On revient aussi à des sujets plutôt biomédicaux, et où là, évidemment, l'OST a fait un travail récemment intéressant qui a été publié qui est en train d'être publié dans la revue d'histoire contemporaine, la revue d'histoire de la recherche contemporaine, sur ce domaine immunité et infection, pour essayer de comprendre comment la spécialisation de la France se positionne par rapport à celle d'autres pays. Alors, je voudrais peut-être ajouter encore un troisième élément pour poser le débat, qui fait écho un petit peu à ce que vient de dire l'orateur précédent. C'est le rôle des infrastructures de recherche. C'est un sujet qui m'est assez cher. Je pense que la production scientifique, elle bénéficie aussi beaucoup de l'existence d'infrastructures de recherche qui permettent aux équipes de recherche d'accéder aux technologies, aux modes de production des données, d'extraction de traitement des informations qui leur permettent d'être au premier rang mondial. Et là, évidemment, infrastructures de recherche, c'est des investissements lourds, c'est des investissements en général partagés au niveau européen, international, très souvent. Et là, je pense qu'on a aussi une réflexion à avoir là-dessus, comment le positionnement par rapport à ces infrastructures soutient ou focalise la qualité de la recherche française.
Merci beaucoup Daniel Aigret. On lira avec attention cette publication. Peut-être là aussi juste une petite précision en quelques mots sur vous, votre vision de la manière dont les établissements français d'enseignement supérieur et de recherche s'emparent des data aujourd'hui pour leur pilotage. Est-ce qu'on est plutôt en avance par rapport aux établissements d'autres pays, par exemple anglo-saxons, ou peut-être les Chinois, par exemple? Voilà, où on en est un petit peu sur ce volet-là. Oui, c'est une question effectivement qui me préoccupe. Les éléments d'analyse qu'on a sont qu'on est un pays qui utilise trop peu les ressources documentaires et bibliographiques qui permettent le pilotage et disons l'appréciation du positionnement international, la comparaison avec des laboratoires, des institutions, des écoles, des universités d'autres pays. On le voit par exemple dans une étude récente de Couperin qui montre que disons, les chercheurs s'intéressent insuffisamment à ces bases de données documentaires qui leur permettent de cartographier leur position par rapport à d'autres. Et il me semble que d'autres pays sont un peu plus avancés, même si beaucoup balbutient encore sur ces sujets qui sont souvent assez neufs. Hein, disons l'utilisation fine de l'usage documentaire comme moyen de cartographier les réseaux de collaboration, qui travaillent sur quels sujets, quels sont les sujets les plus innovants, les plus en dynamique. Il me semble qu'en tout cas, la France est un peu en retard sur cette science de la science, cette scientométrie qui permet, en principe, d'aider au pilotage. Comment vous l'expliquez, vous, pourquoi la France est en retard? Non, je n'ai pas d'explication. Je pense qu'il y a des opportunités culturelles qui font que c'est un sujet qui n'a pas mobilisé, qui a insuffisamment mobilisé, je pense, nos équipes. Il faut y réfléchir. Très bien. Merci beaucoup, Daniel Aigret, pour ces premières informations qui vont nourrir sans doute les questions. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui nous suivent, à poser des questions dans l'onglet questions. Mon collègue Romain Ledroit il sera attentif et nous fera suivre ensuite les questions du public. Pour l'heure, je vais me tourner vers vous, Anne-Catherine Rota, parce que vous occupez aussi un poste d'observation assez privilégié, hein, au niveau national et international, en tant que consultante en Research Intelligence chez Elsevier. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, ce que montrent globalement vos données à vous, hein, chez Elsevier, sur la position de la place de la recherche française sur cette scène internationale, sur ces domaines d'excellence, et puis comment ces données peuvent concrètement aider à rendre les organismes de recherche, les grandes universités de recherche, les laboratoires français plus visibles, à tisser des collaborations, et puis in fine peut-être à trouver des financements aussi, puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Voilà, Anne-Catherine, je vous laisse la parole, et je crois que vous avez un petit slide, hein, donc n'hésitez pas à le projeter vous-même. Absolument, je souhaitais partager quelques visuels de manière exceptionnelle puisque ça permettait de concrétiser les choses. Alors, une petite seconde, le temps que je partage mon écran. Ça a l'air de marcher. On y est. Je crois qu'on y est. Allez-y. Très bien. Alors, je ne vais évidemment pas revenir sur les constats généraux que présentait Daniel Aigret juste avant moi, où effectivement, on voit de manière globale, oui, des indicateurs divers et variés de différentes sources qui indiquent un positionnement plus bas sur la France si on considère le nombre de publications, si on considère également en termes d'impact global pondéré par thématique. Mais je ne m'attarde pas. Ce qui est plus intéressant, c'est effectivement de creuser, d'aller au-delà de cela. C'est ce que permet la data pour clairement jouer son rôle d'aide à la décision comme une pièce du puzzle à la disposition des experts au grain que l'on souhaite. Donc nécessairement pas seulement au niveau d'une institution dans son ensemble, mais aussi d'un laboratoire, d'un IHU, également sur les politiques nationales et des financeurs. Si j'en ai, là je voulais juste présenter un exemple d'une type d'analyse qui est permise aujourd'hui par l'analyse des données. Ce qu'on fait dans la base Scopus, qui est une base extrêmement large de données bibliographiques, on va aller regarder quels sont les réseaux de co-citation entre chercheurs. Le but est vraiment d'évacuer les problématiques de silos thématiques et ces classifications traditionnelles et de regarder comment les chercheurs travaillent ensemble.
Donc, on regarde quels sont ces réseaux, ces groupes de publications que l'on peut créer en fonction des copublications. Et sur cette base-là, ça fait émerger les domaines dans lesquels on voit le plus de momentum, le plus d'activité entre chercheurs en ce moment, sur l'année en cours et l'année précédente. On les dispose sur une roue, ce qui permet de visualiser les disciplines et de voir aussi, de repérer de l'interdisciplinarité. Et ça permet de voir à l'intérieur de ça, quelle est la position des acteurs. Là, on est au niveau du pays, donc au niveau de la France, on voit quels sont les topics, ces topics of prominence, tels qu'on les appelle, dans lesquels la France s'illustre. Alors, j'en ai pioché quelques-uns, notamment celui que vous voyez en bas autour des lymphocytes et de l'immunothérapie. On revient sur un des sujets, effectivement, repérés comme terrain d'excellence française. Et donc, si je creuse un petit peu, je vais dans ce domaine, ça permet de voir apparaître quelque chose de très frais comme information. C'est cette idée d'être dans de l'information très récente et de regarder dans ce corpus, de quoi est-il constitué, de quoi parle-t-on. Donc, on a évidemment des analyses sémantiques qui permettent de voir de quoi parle-t-on et quels sont les positionnements des acteurs à l'intérieur de ça. Et c'est là où on voit la position de la France, qui a, que ce soit en termes d'impact des publications, ou également aussi sur un autre indicateur que je trouve très intéressant, cette proportion de collaboration avec l'industrie, où on voit un taux de 12,9% de cette collaboration, qui est extrêmement intéressant. Je suis sur la période 2016-2021 ici, et un impact de citation extrêmement important. Évidemment, jamais à prendre tout seul. Ces indicateurs sont toujours à combiner avec l'information qualitative que l'on a, mais ça permet d'étayer et de comprendre plus finement pour savoir où porter l'attention. Si je creuse au niveau de l'institutionnel, là, je suis dans le monde. Quelles sont les institutions qui se démarquent le plus, toujours sur ce même sujet, à la jointure des mots-clés qui viennent caractériser le corpus. Et on voit apparaître, évidemment, avec le jeu des co-tutelles, on voit apparaître plusieurs institutions, à commencer par les grands organismes nationaux comme l'INSERM, le CNRS, et puis l'Université de Paris que l'on voit ressurgir ici, avec des indicateurs très intéressants, là aussi en termes de citation, en termes de collaboration internationale, la proportion de collaboration internationale qui draine de la visibilité de l'impact naturellement, et puis cette collaboration avec l'industrie. Alors, à quoi tout ça peut servir pour répondre à votre question, Jean-Philippe? On est clairement dans un contexte de compétitivité accrue entre chercheurs et entre institutions dans le monde. Il n'y a qu'à penser aux derniers chiffres de l'ERC des Starting Grants 2021, où je crois qu'il y a eu plus de 25% de candidats, ce qui fait chuter le taux de succès aux ERC sur ces grants-là à moins de 10%, à 9,9%, au lieu des 13,3% qu'il y en avait habituellement. En parallèle, on est sur une multidisciplinarité de plus en plus forte. On voit, pour répondre aux enjeux sociétaux, tels que les objectifs de développement durable ou dans les sujets d'intelligence artificielle ou autres, on est dans cette jointure de disciplines où c'est de plus en plus compliqué de comprendre, de détecter ce qui se passe, quelles sont les interactions entre chercheurs. Et c'est là où ça peut être intéressant, la data peut jouer son rôle pour contribuer au pilotage, entre les mains des experts, bien entendu, pour identifier les forces, les rendre visibles, identifier, détecter des potentiels de collaboration. Et tout ça va amener à se positionner sur les bons appels à projets. Être capable, comme vous le disiez, au fond du fond, il s'agit aussi d'être capable d'aller se positionner au bon endroit et de gagner en efficacité pour accroître son succès vis-à-vis de ces appels à projets. Donc on se relie, finalement, on revient à des enjeux plus globaux d'attractivité et de financement de la recherche. Alors, si je reprends sur le thème de la visibilité, un premier exemple, c'est le type de choses qui sont permises par la data, c'est de faire des vitrines clairement relatives à la visibilité des acteurs. Là, j'ai pris l'exemple du MD Anderson Cancer Center au Texas, qui a cette portail vitrine avec des objets loin d'être seulement de la publication, mais d'avoir cette facilité d'avoir quelque chose de dynamique pour mettre en valeur les réseaux de collaboration entre les chercheurs, les unités, les équipements à disposition, les projets, les activités, quand je dis les projets, ça va être aussi les projets financés, quelles activités, quel prix, etc. C'est cette idée de mettre en valeur pour être identifié vis-à-vis des partenaires potentiels, qu'ils soient académiques, qu'ils soient industriels, des financeurs, voir l'attractivité par rapport aux étudiants qui voudraient rejoindre la partie enseignement autour de ce centre. Donc, c'est des choses que l'on voit de plus en plus se développer. Scival, on le voit utiliser à l'université de Surrey, c'est lancé dans une revue systématique pour caractériser ces corpus et les mettre en avant également sur une vitrine, ce qui a amené à susciter de l'attractivité de l'université. Si je pense aux collaborations, la collaboration internationale,
typiquement, les visuels ici permettent de voir avec qui on travaille, de valider est-ce que les collaborations sont pertinentes. Donc là, je suis sur le thème biochimie, génétique, molecular biology. Je regarde les collaborations de l'Université de Paris et je vois sur la droite, avec Johns Hopkins, typiquement, où on a des collaborations qui amènent un impact de citation extrêmement fort. Donc, on peut imaginer que ça peut être intéressant de creuser pour s'asseoir sur ses forces pour aller plus loin et centrer son investissement aussi en faisant des choix qui peuvent être des arbitrages compliqués. Et encore une fois, la data ne doit pas précéder les choix, mais être juste cette idée d'être well-informed pour prendre des décisions. Quand on est sur l'idée de détecter des collaborations additionnelles, ce qui peut être tout à fait intéressant quand on veut accroître ses chances, ses chances de succès dans des appels à projets d'Horizon Europe, par exemple. Et là, on est sur université, on va regarder très spécifiquement sur le même topic of prominence que je prenais tout à l'heure, sur quel point on a des correspondances entre l'activité sur l'Université de Paris ou le Texas MD Anderson Cancer Center. Et ça pourrait être encore plus opportun de faire ce type d'analyse à l'échelle d'une équipe ou d'un laboratoire, bien entendu. Si je reprends l'exemple d'Imagine, on va avoir ce type de vue. On va aussi regarder avec qui on travaille, avec qui, pardon, il y a eu un financement. Et donc ça, c'est extrêmement utile, puisque le Graal, c'est un petit peu cette articulation des données publication, brevets et données de financement. Ce qui permet, quand on a des réponses à des appels à projets à faire, de détecter ceux sur lesquels se positionner en fonction de qu'est-ce qui a été aussi déjà financé. Je prends l'exemple d'Aarhus Université, qui s'est positionné, alors ils ont une équipe dans le Research Office de 27 personnes, 15 personnes sont fundraisers et ont pour seule mission d'aller repérer les pépites, détecter les appels à projets sur lesquels il est bon de se positionner. Et tout a commencé avec une équipe qui comprenait un angle sciences humaines et sociales au-delà de la médecine. Et l'équipe avait décidé de ne pas se positionner sur un appel à projet en disant on n'est pas bon, on ne va pas y arriver. L'analyse data a repéré des acteurs qui permettaient de combiner l'équipe, qui a fait qu'ils ont emporté le RC en question, donc avec la plus grande joie, et ce qui a structuré leur département data au service des directeurs de laboratoire, et pas que, au sein de l'établissement. Donc au final, on est dans la nécessité de se servir de data à bon escient, avec une pratique d'indicateurs responsables, aussi une utilisation responsable de ces indicateurs, et je rejoins tout à fait ce que disait Stanislas Dionnet au départ, ça serait dommage de tout jeter, mais il s'agit de l'encadrer. Merci Anne-Catherine. Là encore, peut-être une petite précision en 1 ou 2 minutes, mais est-ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'établissements d'enseignement supérieur de recherche français qui ont recours à cet outil SciVal ou d'autres outils? C'est quelque chose qui se développe beaucoup, il y a une attente forte? On observe clairement un momentum pour se doter de ce type d'outils. C'est assez nouveau et en effet, on observe avec ce poste un peu global, on voit que c'est un petit peu plus tard que dans d'autres pays ce décollage, mais là, depuis 2 ans, on voit clairement que ça décolle et les grandes institutions intenses en recherche, depuis Saclay, Bordeaux, en passant par les grands organismes, INRAE, CNRS, il y a celles que j'aurais pu citer ici, etc. On voit qu'il y a ça se structure pour être capable d'utiliser de la donnée à bon escient. Que ce soit, l'entrée est souvent par la collaboration internationale, c'est assez intéressant à observer, et on voit que cette utilisation se fait aussi, pas seulement pour la communauté de recherche, mais aussi vers le reste des communautés et vers une communication vers le reste de la société. Un grand merci. Je pense qu'on reviendra sur tout ça ensuite avec les questions du public. Là encore, je le redis, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. On est entre nous et Romain se fera un plaisir de nous les relayer une fois que chaque intervenant aura pris la parole. Donc, je me tourne maintenant vers Noureddine Manamani. Je vois que les problèmes techniques ont été résolus. Voilà, on voulait vous avoir parce que vous aussi, vous êtes à un poste d'observation un peu stratégique en tant que directeur des relations extérieures institutionnelles de Campus France. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, vous, quel regard vous portez aussi sur cette recherche française? Peut-être quel regard portent les autres pays aussi sur cette recherche française? Est-ce que son image s'étiole ou pas année après année? Et puis surtout, nous dire concrètement ce que vous, à Campus France, vous menez comme action concrète
pour faire rayonner cette recherche française et ses acteurs sur la scène internationale. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour les problèmes techniques sont, j'espère, résolus. J'ai pas bougé depuis, donc effectivement, et je vais rejoindre un peu ce qui a été dit. Hein, on enfonce effectivement des portes ouvertes quand on parle de la recherche qui est par essence internationale. Donc ça c'est important. Et les clés de l'excellence, beaucoup de choses ont été dites, hein, sont multiples. Bien entendu, le nerf de la guerre, ce sont les finances, les ressources publiques, privées, les formations aussi. Je pense que c'est un élément important pour l'excellence de notre recherche. Les ressources humaines, puisque les talents sont donc qui composent notre recherche sont les chercheurs, les doctorants, mais aussi les étudiants. Donc les masters alimentent la recherche, voire aussi les licences et le premier cycle qui alimentent les masters. Et donc c'est un cercle vertueux qu'on crée par rapport à ça pour justement booster l'excellence de notre recherche. Et la recherche, c'est aussi la coopération internationale. Ça a été dit à travers les copublications. Je pense que la France est pas trop mal classée dans cet aspect-là. Et qui dit coopération dit échange et donc dit mobilité. Au niveau de l'agence Campus France, hein, comme vous le savez, donc l'agence Campus France est une agence de la mobilité et de la promotion de l'enseignement supérieur, au service des établissements d'enseignement supérieur. Donc ça c'est un point important. Et puisqu'on parlait de données et d'indicateurs, une des spécificités, ce sont effectivement ces chiffres de la mobilité que nous suivons. Donc bientôt, comme vous le savez, en cette période février-mars, nous sortons les chiffres de la mobilité, les chiffres de la mobilité, plutôt en général. Mais je pense que, comme je le disais, l'ensemble des cycles alimente la recherche, donc l'excellence passe par là aussi. Donc il est intéressant peut-être d'avoir un peu un focus sur cette mobilité. D'un point de vue global, aujourd'hui, 5,6 millions à peu près d'étudiants qui sont mobiles dans le monde, ce qui représente 2,5% à peu près de la population étudiante, et ce nombre va en augmentant d'année en année, sachant que je vous invite à consulter d'ailleurs les 10 ans de la mobilité qu'on a publié récemment. On voit que cette mobilité étudiante dans le monde a pris 30% en 10 ans. Donc voilà, ça c'est un constat. Donc voilà, on a cette mobilité étudiante. Si je me focalise après plutôt sur la recherche et sur la mobilité doctorale ou la mobilité des doctorants, ou le nombre de doctorants internationaux qui alimentent aussi nos unités de recherche et notre recherche en France. Et voilà, donc c'est quelques chiffres qui sont aussi récents. Je remercie d'ailleurs notre service des études qui, en agrégeant plusieurs données du MESRI, du CIES, de l'OCDE, de l'UNESCO, donc arrive à nous donner des chiffres assez précis sur cette mobilité entrante vers la France. En 2020-2021, nous avons un vivier de 68 000, un peu plus de 66 000 doctorants en France. Parmi eux, on a 40% à peu près qui sont étrangers, donc environ 27 000 qui sont étrangers, un pourcentage qui est passé de 27% donc à 40% depuis l'an 2000. Donc on voit déjà cette augmentation depuis l'an 2000. Mais on va voir en fait que cette augmentation s'étiole aujourd'hui un petit peu, et donc il va falloir trouver les leviers pour essayer de la réactiver. Dans ces doctorants, 80% donc de ces doctorants sont à l'université. On sait que la recherche est publique et privée et qu'elle est partenariale. Donc ces doctorants sont aussi en partenariat avec entre plusieurs établissements. Et 7% des étudiants étrangers en France sont inscrits au niveau doctoral. Donc ça vous donne déjà aujourd'hui une idée sur le niveau D ou sa représentativité au niveau national. Si on regarde d'un point de vue géographique, on constate, donc vous parliez tout à l'heure des domaines où on va regarder aussi les régions du monde, que l'UE des 28 est aujourd'hui la première zone des doctorants étrangers en France, avec 19%, suivi par l'Asie, 18%, et l'Afrique du Nord, 17%. Sur ces étudiants-là, 18% des étudiants ou des doctorants sont originaires du Moyen-Orient, 15% des étudiants d'Amérique du Sud et 10% des étudiants sont asiatiques.
Si on le prend maintenant par pays, donc ça c'était plutôt par zone géographique, on voit que le classement des principaux pays d'origine des étudiants inscrits en France au niveau doctoral diffère des classements classiques, on va dire, des classements tout niveau confondu. Les 5 premiers pays pour le niveau doctoral sont par ordre croissant la Chine, l'Italie, le Liban, l'Algérie et le Maroc. Donc ça c'est un premier constat sur le top 5. Et certains pays présentent des taux élevés d'étudiants inscrits au niveau au doctoral, qui sont pas forcément les pays que je viens de citer, puisque si on regarde en pourcentage, l'Iran avec 26%, le Liban avec 25%, le Brésil avec 17%, le Mexique avec 15% et l'Inde avec 12%. Et on peut lier ces pourcentages, puisqu'on parlait d'une ère de la guerre que sont les financements, par rapport au programme. Donc il y a différents programmes qui peuvent provenir de ces pays-là, ou différents programmes aussi bilatéraux que l'on constate. Si je prends un exemple d'un programme financé par nos tutelles, par les ministères de l'Europe et des Affaires étrangères et l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, qui sont les partenariats Uber-Curia, qui sont des partenariats bilatéraux, qui sont au nombre de 60. Ces programmes-là, donc, sont un indicateur aussi pour accompagner l'excellence de la recherche. On parlait d'éco-tutelle, par exemple. Ces programmes sur 2020-2021 ont donné lieu à 44% des projets qui sont ont donné lieu à des mobilités, ont donné lieu à des co-tutelles. Donc ça c'est un fait. Je terminerai peut-être pour ce premier constat sur les doctorants étrangers toujours, c'est que la moitié des doctorants étrangers sont inscrits aujourd'hui en sciences fondamentales. Et avec 31% qui sont en lettres, langues, sciences humaines et sociales, 11% qui sont en droit et sciences politiques, 7% en économie, 1% en santé et médecine. Donc ça vous donne un peu une répartition des doctorants étrangers aujourd'hui en France, ce qui fait que la France aujourd'hui est le 3e pays de l'OCDE d'accueil des doctorants en mobilité derrière les États-Unis, le Royaume-Uni, mais devant l'Allemagne et l'Australie. Ce top 5 sur ces dernières années n'a pas trop bougé, mais il pourrait donc avec les données actuelles, voilà, se bouger un petit peu, donc avec les tendances actuelles. Maintenant, voilà, ceci étant dit sur un peu l'activité, la mobilité doctorale, il y a quand même un constat qui a été donné, que ce soit sur les publications ou autres, c'est que ce nombre de doctorants étrangers est en baisse de 8% sur 3 ans, entre 2017 et 2020, tout type d'établissement confondu, bien entendu, et la baisse sur un an par rapport à l'année 2019-2020 est de 4%. Donc ça c'est un premier constat. Donc cette baisse de doctorants fait effectivement qu'on alimente moins nos laboratoires de recherche, et donc elle doit trouver quelques explications, on va dire. Les premières explications de tendance de fond sont que c'est le raccourcissement de la durée moyenne des thèses, hein, donc ça c'est un peu global, mais reflété ces 2 dernières années par une baisse des nouvelles inscriptions aussi. Donc ça c'est un premier constat. Un constat aussi, puisque bon, on est en pleine crise aussi sanitaire et avec la pandémie, relativement, on n'a pas remarqué en fait une baisse de doctorants liée à la crise, au contraire, puisque la France, comme vous le savez, a gardé le motif impérieux pour les chercheurs pour venir en France, et ça c'est important. Et je terminerai rapidement par un point par rapport à la mobilité des chercheurs. Pour donner un peu un classement de la France, on est le 4e pays de destination des mobilités des chercheurs de l'Union européenne, derrière les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les 3 premières nationalités des chercheurs venant en France sont les Italiens, les Espagnols et les Roumains. C'était les Italiens et les Allemands en 2016. Donc voilà pour un premier constat, sachant que la mobilité des chercheurs aujourd'hui et la coopération par la recherche aussi se fait souvent grâce au numérique. Donc voilà, prendre un peu ces chiffres voilà, comme ils sont dans, voilà, qui donnent un état simplement de la mobilité. Voilà un petit éclairage sur ce constat.
Merci beaucoup, beaucoup d'informations en peu de temps. C'est parfait, ça va nourrir, je pense, aussi les questions. Je sais que Stanislas Yonnet doit a un impératif et doit nous quitter. Du coup, Stanislas Yonnet, je voulais juste vous transmettre une petite question du public à laquelle vous allez devoir répondre en 1 minute. La question, c'est de Florence Coutu. Bonjour à tous. Pourrez-vous nous rappeler au cours de l'échange le rôle des RHU versus IHU que vous évoquez? Voilà, c'est une question un peu technique, mais c'est important que les questions du public soient relayées. Et celle-là, elle vous concerne plus spécifiquement, je pense. Oui, oui. Merci de la question. Un IHU peut être candidat pour porter des RHU. L'inverse n'est pas vrai. Un IHU, c'est une structure complète avec souvent du bâtiment, de l'architecture et une combinaison recherche-science en proximité au même endroit et une mission aussi de développement, d'investissement et de création de valeur et d'outils nouveaux. Donc, c'est vraiment un ensemble structurel qui a vocation, si ça marche, et encore une fois, auprès d'une évaluation sévère et suivie, à une certaine pérennité, une certaine autonomie avec ses fondateurs publics. Un RHU, c'est un projet qui est limité dans le temps, de très haut niveau parfois. Les derniers ont pu aller jusqu'à 9-10 millions d'euros, avec les mêmes attendus qu'un IHU, mais extrêmement thématiques, ciblés, dans la temporalité de 4-5 ans. L'argumentaire du RHU, c'est on est proche de la transition vers le soin, on est proche de l'application d'une découverte, d'une preuve de concept. Montrez-nous que vous allez changer la vie des gens avec ça. Donc, il y en a eu 34, on en est au 5e appel d'offres, il y en aura, j'espère, un 6e en 2022. Et ce sont des outils beaucoup plus légers, mais qui ont le mérite d'abord d'arroser là où ça peut pousser, et aussi de faire cette cartographie. On parlait avec Madame Pham et Madame Rota de la cartographie française, des collaborations, des coopérations nationales et internationales. C'est une des lectures intéressantes, puisqu'au bout de 5 appels d'offres, on a 34 RHU, ce qui permet de donner une belle visibilité dans notre domaine. Bien entendu, je ne parle pas d'astrophysique, monsieur Aigret, mais dans notre domaine biomédical et scientifique, sciences de la vie et de la santé, un paysage de l'architecture française. Un grand merci Stanislas Yonnet, on vous libère. Du merci coup, n'hésitez pas à y aller. Un grand merci d'avoir accepté de participer à notre webinaire. Toutes mes excuses à vous et à mes collègues, mais je dois filer. Merci infiniment. Un grand merci pour les informations. Je me tourne donc maintenant vers vous, Mina Pham, parce que vous aussi, on a beaucoup de gens qui ont des postes d'observation assez intéressants. Hein, vous, depuis l'ambassade de France au Royaume-Uni, et dans ce contexte en plus assez inédit, on peut le dire, du Brexit. Donc voilà, on a aussi hâte de vous entendre pour savoir comment vous, et puis peut-être vos alter ego dans les autres ambassades de France, vous contribuez à faire rayonner aussi cette recherche française, alors au Royaume-Uni et plus largement sur la scène internationale, à favoriser les liens là aussi entre les acteurs de la recherche français et étrangers. Et puis vous nous direz sans doute aussi, je pense, quelques mots sur l'impact du Brexit sur les relations académiques entre la France et le Royaume-Uni. Voilà, Mina Pham, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette invitation et j'ai écouté mes prédécesseurs avec beaucoup d'intérêt. Alors là, j'ai un point de vue qui est un peu extérieur à la France. Hein. Ce qui a été présenté, c'est plutôt la manière dont en France, on essaye à partir de données chiffrées de faire du pilotage et d'avoir une politique de rayonnement et d'attractivité. Pour ce qui nous concerne, c'est au cœur de nos missions et on fait un pas de côté puisque finalement, on voit la France de l'extérieur. Alors, de mon point d'observation, c'est un peu particulier, vous l'avez dit, Jean-Philippe, parce qu'on est dans une situation au Royaume-Uni tout à fait inédite, d'un grand pays fondateur de l'Union européenne et qui a pris la décision d'en sortir. Et nous sommes dans une période de transition où nous sommes en train de commencer à voir les conséquences de cette sortie. Alors, un mot du Brexit, hein, pour mémoire, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi tous les épisodes. Donc, décision en 2015 par vote du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne. Ça a mis plus de 4 ans et demi, 5 ans pour que ça se concrétise. Et ça s'est donc concrétisé en décembre 2020 pour une sortie effective avec une négociation entre le gouvernement britannique et la Commission européenne qui a abouti, pour ce qui concerne notre communauté, à 2 points importants. L'un, c'est la sortie du Royaume-Uni du programme Erasmus+, qui était un outil absolument, dont tout le monde s'est réjoui jusqu'ici pour la mobilité étudiante. Et puis, un deuxième aspect qui concerne davantage la recherche, qui est un positionnement de membres associés, qui pour l'instant est encore un peu en attente, par rapport au programme Horizon Europe.
Alors, concernant les mobilités étudiantes, les conséquences ont été, enfin, sont pas tout à fait immédiates parce qu'il y a encore des mobilités à travers Erasmus, mais ça va se terminer en 2022-2023 et nous commençons à mesurer les conséquences. Alors, les conséquences sont très fortes dans le sens d'une mobilité des étudiants français vers le Royaume-Uni qui était importante, hein, puisqu'on chiffrait à peu près à 12 000 le nombre d'étudiants français qui venaient au Royaume-Uni. Donc là, l'impact se manifeste déjà parce que les frais de scolarité sont devenus beaucoup plus importants, donc beaucoup d'étudiants ne peuvent pas se permettre ces coûts. À l'inverse, dans l'autre sens, le nombre des mobilités était plus limité. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le Royaume-Uni a décidé de sortir d'Erasmus. Donc, c'était à peu près 4000 étudiants britanniques ou résidant sur le territoire du Royaume-Uni qui venaient en France. Là, on n'a pas un effondrement, on a une diminution, mais qui reste relativement modérée par les chiffres dont nous disposons actuellement, puisque là, c'est une population qui, de toute façon, se déplace relativement peu. Hein. Les étudiants britanniques ont peu tendance à sortir de chez eux, surtout pour aller dans un pays non francophone. Et donc, on a une diminution, mais qui reste relativement limitée. Sur le plan donc de ces observations que nous faisons, on est évidemment très attentif, mais le point, je dirais, très positif, c'est que la communauté académique, universitaire et de recherche britannique, elle, était pour une grande part, une grande majorité, je pense, anti-Brexit, et manifeste d'une façon très explicite le souhait de maintenir des relations très fortes, notamment en termes de collaboration de recherche, mais aussi d'accueil et d'envoi d'étudiants, avec la France en particulier, les pays européens, mais la France. Donc on aurait pu s'attendre à un détournement, hein, et c'est un peu ce que le gouvernement britannique avait prôné à travers un programme Turing qui était censé remplacer le programme Erasmus pour envoyer des Britanniques à l'étranger, pas seulement en Europe, mais partout. Ce programme a eu un certain succès puisqu'il y a 42 000 étudiants britanniques qui sont partis. Et la France occupe une position relativement haute puisque nous sommes le premier pays européen, 5e pays après États-Unis, Canada, Australie et Chine, et premier pays non anglophone, enfin non, pardon, la Chine est non anglophone bien sûr, 2e pays non anglophone. Donc on maintient relativement notre niveau d'attractivité et nous sommes relativement optimistes dans la mesure où, comme je le disais, la communauté universitaire est très favorable au maintien de ces liens. Au-delà donc de ce qui se met en place, ils mettent en place des accords bilatéraux. Ils nous rappellent régulièrement au fait qu'ils souhaitent recevoir et envoyer chercheurs et étudiants. Et nous-mêmes, nous sommes là pour accompagner ce mouvement à travers un certain nombre de programmes, alors qui sont modestes sur le plan budgétaire, mais qui néanmoins ont un effet de levier et qui accompagnent à différents niveaux la structuration de ces échanges. Voilà. Alors peut-être que je m'arrête là sur un premier volet, mais je voudrais dire aussi que au cœur de notre mission, c'est vraiment l'attractivité de la France, la valorisation et la promotion du système d'enseignement supérieur et de recherche français, qui est vraiment notre mission principale, avec récemment une réunion organisée par le ministère des Affaires étrangères sur la stratégie d'influence, dans laquelle ils ont explicitement défini les règles ce que nous devons mettre en œuvre pour favoriser justement ces échanges et en particulier la venue d'étudiants et de chercheurs britanniques en l'occurrence au niveau dans les laboratoires français et les universités françaises. Voilà. Autre point peut-être que je voudrais souligner en entrée, on a parlé des outils de pilotage. Alors, nous sommes munis, nous aussi, d'un outil de pilotage qui se trouve être celui promu par Elsevier, qui nous permet de faire alors un pilotage léger, hein, c'est pas le même usage, je dirais, que pourrait en faire un institut de recherche ou une université, mais néanmoins, ça nous permet d'établir un dialogue intelligent, si je puis dire, avec nos partenaires. Si on sait exactement quels sont les points de recherche et de collaboration avec telle ou telle grande université britannique, quand on les rencontre, ça nous permet de pouvoir démarrer tout de suite la discussion sur les points où nous avons déjà des ancrages forts ou d'identifier des points de faiblesse où il faudrait renforcer la collaboration. Donc, c'est un outil que nous avons aussi partagé avec plusieurs conseillers et services scientifiques dans le monde, dans les ambassades, et nous comptons faire des échanges de bonnes pratiques et voir ensemble comment nous pouvons utiliser au mieux cet outil de réflexion et d'amélioration de nos relations avec nos partenaires. Voilà.
Merci beaucoup, Minafam, pour ces informations très intéressantes. Effectivement, on regarde aussi du côté du Royaume-Uni avec ce qui se passe et je sais que ça inquiète beaucoup les acteurs académiques français, notamment sur le lien avec Horizon Europe. Je vous propose, il est 10h, quasiment 55, de passer la parole à mon collègue Romain Ledroit, que je vais inviter sur scène, comme on dit sur cette plateforme Livestorm. On va voir si ça marche. Est-ce qu'il arrive, Romain ? Donc, il va nous transmettre peut-être, j'ai vu qu'il y avait des questions. Bonjour Romain à est là. toutes et à tous. À toi. Et merci tout d'abord pour vos interventions. Alors, effectivement, une réaction et une question. Alors, peut-être d'abord la réaction de Charles Aymar de OKDoc. Alors, chez OKDoc, nous pensons que les publications académiques ne suffisent pas à bâtir un écosystème de recherche performant, construisant des ponts entre la recherche et l'entreprise pour un duo gagnant-gagnant. Donc, Charles Aymar qui vous remercie bien évidemment pour vos interventions éclairantes. Alors, tout d'abord, on pourra revenir peut-être sur ce commentaire. Et puis une question de Fatou Esteoud, qui est directrice des relations internationales à l'Université de Paris. Bonjour à tous. Ne sommes-nous pas trop dépendants des investissements publics compte tenu de la situation économique du pays? Et donc, comment s'adresser aux investisseurs privés? Voilà peut-être une question qui pourrait permettre un rebond dans ce second temps de ce webinaire. Je te passe la parole, Jean-Philippe. Ouais, deux questions intéressantes. On va les prendre peut-être dans l'ordre. Effectivement, donc question d'OKDoc sur ces partenariats publics privés, comment les améliorer. Minafam, peut-être aussi de par vos anciennes fonctions à PSL, ça peut être intéressant. Allez-y. Alors, là, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir peut-être un comparatif avec le pays où je suis, où les relations justement entre public et privé sont assez différentes de celles qui sont conduites en France. Bon, en France, on le sait, le secteur public est quand même dominant dans la manière de conduire la recherche, même si des grands organismes comme le CNRS et d'autres ont tous des services qui sont liés aux relations avec les entreprises, qu'ils développent d'ailleurs assez fortement. Au Royaume-Uni, le modèle est un peu différent puisque la part du privé est clairement beaucoup plus importante. Alors notamment dans les domaines biomédicaux, nous avons fait des études par exemple sur le financement de la recherche dans le cadre de la pandémie et de la manière dont la recherche avait été financée. Bon, très clairement, l'investissement budgétaire britannique a été plus important que celui en France. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes à ce sujet qui montre que c'est un facteur quasiment 10 qui différencie les budgets qui ont été accordés par rapport aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Donc, il y a une grosse différence, notamment dans le domaine biomédical où il y a ici qui est très peu présent, même dans le milieu médical en France, qui est l'argent privé des charities. Alors, ce n'est pas forcément les liens avec les entreprises, mais c'est aussi cette philanthropie et cette organisation en fondation privée qui amène de l'argent à la recherche, ce qui est moins fréquent en France, notamment quand il s'agit de domaines plus généraux. Donc, on a des modèles différents. Alors, je ne peux pas dire quels sont, chaque modèle a évidemment des avantages et des inconvénients. Il ne faut pas raisonner de façon un peu primaire en disant il faudrait que, c'est plus compliqué que ça. Ici, la contribution du privé est traditionnellement, culturellement, beaucoup plus importante. En plus, vous le savez, les universités britanniques où tout se passe, tout est concentré, on n'a pas cette segmentation comme nous avons en France entre les écoles, les universités, alors une segmentation qui tente à diminuer grâce justement aux efforts de regroupement et d'association d'universités et de grandes écoles en France. Mais au Royaume-Uni, tout est concentré dans les universités qui font depuis la formation, la recherche et également les transferts de technologie. Donc, dans ces universités-là, les fonds viennent essentiellement, en grande partie des inscriptions. Il faut savoir aussi que le modèle est totalement différent puisque les frais d'inscription ici sont traditionnellement très élevés, alors parfois compensés par des systèmes de bourse. Ce n'est pas uniquement une sélection par l'argent, il y a aussi que les universités sélectionnent des talents et s'ils n'ont pas les moyens, eh bien les alimentent par des bourses. Donc on a un modèle qui est différent, qui est plus fortement ancré dans le privé, mais aussi avec une contribution des familles, des individus, etc. Modèle que nous n'avons pas choisi en France. Donc, je ne porte aucun jugement de valeur. C'est un modèle différent. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur ce sujet des liens publics-privés? N'hésitez pas à lever la main, comme ça je vois si c'est quelque chose qui vous interpelle. Oui, je vois Noéline Alamani, allez-y.
Ouvrez votre micro si ce n'est pas fait. Attendez, je vois que votre micro. Voilà, ça y est, je crois que c'est bon. Voilà, c'est bien, ouais. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, sur cet aspect-là, je vais rester toujours sur le sujet qui nous intéresse aussi à Campus France, c'est l'attractivité. Où on pense effectivement que attirer de bons étudiants, que ce soit voilà sur les niveaux premier et second cycle surtout, alimenter aussi le troisième cycle à travers le doctorat, permet aussi d'avoir ce lien avec un doctorant qui est inséré soit en France, soit à l'étranger, soit dans son pays d'origine, puisque la recherche est internationale, et du coup de trouver avec ces liens-là, parce que il y a peut-être certains pays qui insèrent mieux les doctorants dans les entreprises que nous le faisons en France. Donc ça aussi c'est un point. L'insertion professionnelle des doctorants à un plus haut niveau permet de créer ces liens. Et donc l'attractivité, ça passe aussi par l'attractivité, puisque l'échange international, la formation d'un doctorant sur 3 ans, voilà, qui reste en France ou qui repart dans son pays d'origine ou dans un autre pays, le lien perdure, et du coup voilà, il peut être en entreprise comme il peut être et donc on peut créer des cercles vertueux entre le public et le privé à travers aussi ses propres doctorants. Alors justement, en question, Jean-Philippe, je vois justement une question en termes d'attractivité. Quels sont les leviers utilisés à destination des étudiants, des doctorants étrangers? Quid de la promotion des co-tutelles de thèse, justement? Peut-être qu'on peut aller sur ça, Jean-Philippe, qu'en penses-tu? Oui, je pense que Noureddine Madamani peut peut-être nous parler de ça. Alors, sur la promotion du doctorat ou de la recherche, plus globalement à Campus France, comme si vous le remarquez déjà sur le site de Campus France, il y a un onglet spécifique chercheurs. Donc, il y a une entrée chercheurs, c'est-à-dire que les chercheurs ou ceux qui veulent faire de la recherche en France peuvent trouver de l'information à travers notre site, à travers un certain nombre de documentations qui sont produites à l'attention des institutionnels, à l'attention des espaces Campus France, puisque comme vous le savez, aujourd'hui, donc il y a ce maillage des espaces Campus France. Mina pourra en parler aussi mieux que moi, qui est aussi un véritable relais aujourd'hui de ce que nous faisons en France. Donc il y a des fiches qui expliquent la recherche. Il y a un portail de la recherche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un portail qui recense environ 2000 offre de thèses, de stages de recherche que l'on peut faire en France, qui est alimenté par les chercheurs eux-mêmes et qui est un travail qui est fait avec l'ensemble des écoles doctorales. Donc on travaille avec le RNCD, on travaille avec la DOUM, donc il n'y a pas de doublon. Aujourd'hui, Campus France est l'opérateur justement pour essayer de promouvoir ces aspects-là. L'éco-tutelle aussi, c'est un travail long que connaissent ces établissements parce qu'il y a ce conventionnement, etc. Mais voilà, ce sont tous les dispositifs que l'on met en place ou qui existent en France, nous essayons de les promouvoir. On pourra peut-être parler aussi du nouveau dispositif de la LPR, de l'accueil des chercheurs, mais peut-être plus tard sur ce qui est un nouveau dispositif qui va permettre aussi peut-être de plus d'agilité dans l'accueil de jeunes chercheurs. Peut-être, oui, Anne-Catherine Rota, et puis Mina Fam après, oui. Si je peux me permettre, je voulais juste revenir sur la question précédente sur la relation avec les partenariats industriels et la possibilité d'accroître ces interactions et cet investissement provenant de là. Il y a une chose qui revient quand même souvent dans les constats que l'on peut voir sur les institutions françaises, c'est que cette excellence, elle n'est pas forcément compréhensible par les potentiels partenaires industriels. Donc cette idée, et la maturation, elle se fait de part et d'autre. Et donc cette idée d'être en capacité d'exposer où est l'expertise, c'est là où il y a une jointure, un pont certainement à élaborer beaucoup plus qu'aujourd'hui, afin que les acteurs industriels soient en capacité d'aller repérer où est l'expertise pour très en amont, le plus en amont possible, être capable de nouer ce partenariat. Alors, il peut être sur l'aspect construction d'une équipe de travail, mais ça peut être aussi naturellement sur la partie investissement. Voilà, c'était ce petit
Mina Fama, oui, pardon. Alors, je voulais revenir sur la promotion de l'excellence de la recherche française, comment favoriser. Alors, bon, j'ai parlé de certains outils que nous avons pour accompagner, hein, qui restent modestes, mais qui ont cet effet de levier, des accords directs avec certaines grandes universités britanniques pour organiser des ateliers, des écoles d'été même. Je constate, en tout cas pour des pays comme des pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni, que des formats relativement courts. Alors, bien sûr, il y a des formations longues, hein, amener des étudiants pour rentrer dans nos formations en France, mais je constate que des formats courts, type école d'été, type stage de recherche, sont également très populaires et je pense que nous devrions développer ces outils parce que c'est un moyen de faire circuler finalement des jeunes chercheurs ou de futurs chercheurs et de les imprégner, de leur faire connaître notre système d'une façon qui est plus légère, hein, qui ne les oblige pas à quitter complètement leur formation. Donc, ces formats-là sont peut-être à réfléchir. D'autre part, il y a pour moi deux pistes que nous suivons. D'une part, d'être très proche des projections internationales de certains de nos organismes. Par exemple, au Royaume-Uni, nous avons une unité, la Maison française d'Oxford, qui est à la fois portée par le CNRS et le ministère des Affaires étrangères, donc avec lesquels, évidemment, nous déployons beaucoup de liens. Il y a le campus de Dauphine à Londres, par exemple. Il y a des représentants de grandes écoles, les SEC, HEC, qui sont au Royaume-Uni. Donc, toutes ces personnes-là sont des gens que nous souhaitons accompagner parce qu'ils font, chacun pour leur école ou leur institution, la promotion de la France. D'autre part, nous nous intéressons aussi beaucoup aux communautés, hein, à l'animation des communautés. Alors, avec Campus France, il y a la plateforme France Alumni qui est dédiée à des gens qui ont fait des études en France et qui sont revenus dans leur pays, qui peuvent être nos ambassadeurs. Donc, nous essayons de mobiliser cette population. Et puis aussi, la population, la communauté des chercheurs français qui sont installés dans des structures universitaires ou de recherche au Royaume-Uni et qui, eux, sont à la fois très désireux de maintenir des liens avec la France, donc nous pouvons les aider à partir de certains outils, nous pouvons leur donner des informations aussi. Notre système évolue, hein, les noms changent, CPU, France Université, etc. Il faut se tenir au courant. Donc, il faut informer constamment nos ressortissants qui sont désireux de maintenir les liens, qui, à leur tour, peuvent nous servir de relais d'influence au sein des universités où ils sont, et ils sont très, très favorables à faire cela. Ils peuvent aussi jouer un rôle de mentor pour des nouveaux arrivants. Donc, toute cette action autour des communautés présentes dans le pays où nous sommes et des institutions qui y sont représentées, les institutions françaises, est également un travail, à mon avis, très important et qu'il faut déployer. Allez, priorité aux questions du public. Romain, est-ce qu'il y a d'autres… Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, un commentaire, François Legrand qui nous dit, dans le domaine des relations publiques-privées en France, il y a bien sûr la capacité des RTO et des EPIC à faire du bilatéral dans les IRT et les ITE. Nous sommes dans le domaine de l'ESRI, nous avons noté les acronymes. Les dispositifs faits ces 10 ans, nous développons donc un modèle multilatéral avec les industriels. Et donc, François Legrand, nous avons bien reçu votre commentaire et donc nous le partageons et nous vous remercions. Bien sûr, pour ce commentaire, ça amènera peut-être des réactions. Et vous rajoutez effectivement que pour favoriser le partenariat public-privé, il y a la capacité des RTO et des EPIC à faire du bilatéral. On peut citer aussi, oui, des instituts Carnot qui amplifient cette capacité, effectivement. Je pense que c'était intéressant de pouvoir contribuer à cette discussion par ce biais-là. Nous vous en remercions. Et puis une question… On note au passage, Romain, un certain millefeuille des structures, mais c'est un autre sujet que nous aborderons peut-être dans d'autres débats. Oui, tout à fait. Merci Jean-Philippe. Je poursuis effectivement, puisque le chat s'anime en cette fin de session de webinaire avec une question de Chérif Laroussi. Peut-on faire une corrélation entre le classement des pays selon la production scientifique et celui de la richesse selon le PIB? Peut-être Daniel Aigret là-dessus. Est-ce que vous avez, on a des chiffres sur cette corrélation de publication? Oui, alors peut-être avant de répondre à cette question, si vous me permettez, Jean-Philippe, je voudrais juste dire mon accord avec ce qu'a dit Anne-Catherine Rota tout à l'heure, quand elle identifiait une difficulté entre les résultats de la production scientifique qui se manifestent sous forme d'articles scientifiques et l'utilisation ensuite par les entreprises ou par la société en général. Et je voudrais mentionner qu'on parle beaucoup de science ouverte, avec l'idée que la science ouverte va permettre de rendre les publications plus accessibles, mais il me semble que le nœud, il est quand même aussi la lisibilité, la compréhension, l'accompagnement à l'utilisation des résultats de la recherche. Et là, je pense qu'il y a effectivement un gros travail à faire devant nous pour
rendre les résultats de la science plus digérables par la société, que ce soit à travers des mécanismes d'innovation, mais aussi à travers des mécanismes d'appropriation par la société en général, le citoyen en général, des résultats de la science. Et on voit bien dans les contextes de crise que c'est un sujet qui est important. Alors, revenons maintenant à votre question, Jean-Philippe, sur la corrélation entre production scientifique et richesse. Il y a quelques travaux qui ont été faits en ce domaine, et je pense qu'ils sont évidemment clairs. On voit bien que lorsqu'on compare, par exemple, des universités entre elles, lorsqu'on compare des grosses universités anglo-saxonnes qui bénéficient d'un capital, d'un endowment, d'un capital financier considérable, et qu'on les compare avec des universités d'autres pays qui vivent des subventions publiques, etc. On a des grosses différences. Je crois que pour ce qui est de la France, le PIB de la France est important. Hein. On est légitime à faire partie des grandes nations scientifiques. À nous de voir comment le financement de la recherche et le financement des universités permet d'être à la hauteur de nos ambitions. Daniel Aigret, je rebondis parce que il y avait un point intéressant qu'on avait mentionné lors de notre entretien préparatoire, c'était sur ce recours aux data. Tout à l'heure, vous avez dit que les établissements français avaient peut-être un retard, qui s'explique culturellement ou pas, sur le recours à ces outils de la décision basés sur les data. Mais je crois qu'il n'y a pas que les établissements, mais aussi le ministère lui-même, l'enseignement supérieur, recherche et innovation. Et je crois qu'il y a un rapport de la Cour des comptes ou une note qui indique qu'ils aimeraient que le MESRI aussi se dote pour pouvoir mieux piloter, c'est ça ? Oui, là, je faisais allusion, je pense, au rapport de la Cour des comptes sur les infrastructures de recherche. Ouais. Oui, je pense qu'il y a un besoin de se doter de meilleurs outils mais ça a été évoqué aussi par Minafam tout à l'heure, de donner des outils pour bien comprendre le positionnement du pays par rapport aux autres. Je me souviens, puisqu'on parlait de classements internationaux, lorsque le classement de Shanghai est arrivé, ça fait quand même presque 20 ans maintenant, c'était presque un tabou pour les universités françaises que de se comparer au niveau international. On s'est dit, de quoi parle-t-il? Sont-ils légitimes de nous évaluer? Enfin, il y avait une espèce d'incompréhension qu'on puisse essayer de comparer les universités au niveau international. Ça a changé, je pense, dans la culture des gens, même si les classements ont probablement joué un rôle assez négatif aussi de rendre des résultats trop sommaires, alors de faire perdre la complexité des objets qu'on est en train d'analyser. Mais je pense que le fait qu'on ait besoin de se comparer à d'autres dans le milieu de l'enseignement supérieur et de recherche, je pense que c'est maintenant rentré dans nos préoccupations, et je pense que c'est bien. C'est vrai que vous évoquiez aussi le sujet de l'évaluation qui a été évoqué aussi par Stanislas Lyonnet. Hein, il disait par exemple, les IHU, il faut une évaluation dure, même, il le dit comme ça. Aujourd'hui, on entend, par exemple, Thierry Coulon, qu'on aura aussi sur d'autres tables rondes, le président du HCRS. On va dérouler les acronymes. Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Il dit très clairement que il veut peut-être aussi aller, en tout cas recourir un peu plus aux data pour l'évaluation. Hein. Alors, ce qui suscite des réactions aussi de certains qui disent si on arrête les visites sur site, on déshumanise l'évaluation, si on passe par la data. Les uns et les autres, qu'est-ce que vous pensez peut-être de cette évolution? Je vois que Minafam lève la main, oui. Oui, pardon, je voulais rebondir sur la question des classements, parce que bon, on en parle, on l'a esquissé, Daniel Aigret l'a mentionné. Je voudrais dire aussi que ce point de vue sur les classements, c'est assez curieux parce que c'est très français. Nous attachons curieusement une très grande importance à ces classements, peut-être parce qu'on y est venu un peu tardivement. Si on prend un pays anglo-saxon comme le Royaume-Uni, alors on nous interroge souvent de France en disant, est-ce que vous pouvez nous dire comment les universités britanniques utilisent les classements par rapport à leur politique d'attractivité, etc. Et je dois répondre qu'en fait,
ils y attachent assez peu d'importance. D'une part, parce qu'en général, ils sont très bien classés. C'est vrai que Oxford, Cambridge ou Harvard et d'autres, bon, ils se préoccupent beaucoup plus de leur classement national. C'est-à-dire qu'ils ont intégré depuis plus longtemps que nous la notion de compétition. Hein, ça, chaque université est finalement une entité qui est autonome. Il n'y a pas de cette centralisation, même s'il y a des financements nationaux et gouvernementaux. Ils se considèrent comme une entreprise tout à fait autonome et donc ils se gèrent comme tels, avec des politiques qui leur sont propres, des montants de frais d'inscription qui leur sont propres, etc. Donc il y a beaucoup plus d'autonomie. Les classements internationaux finalement ne les impactent pas tant que ça. Ils n'y attachent pas l'importance que finalement en France nous avons fini par leur accorder. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça. Ce sont évidemment des universités très prestigieuses, mais ils vont être finalement plus intéressés par des classements, je dirais, qualitatifs comme ceux de Times Higher Education, qui les classent plutôt nationalement, parce que finalement la compétition pour eux, elle est plutôt entre Oxford et Édimbourg, par exemple. Voilà. Donc on a cette perception des classements en France qui finalement est devenue centrale et qui nous a aidé aussi à la restructuration et qui a été une sorte de fil rouge qui a contribué à des évolutions certaines. Mais finalement, c'est pas si important que ça dans les autres pays qui se considèrent, de modèles anglo-saxons, j'entends, qui sont dans une compétition très forte, mais générale, j'allais dire, pas, voilà, et qui ne se base pas uniquement sur les classements. Je reviens très intéressant votre intervention sur les classements, parce que c'est un sujet qui fait aussi beaucoup réagir. Sur l'évaluation, le recours aux data de plus en plus pour l'évaluation des activités de recherche des chercheurs. Daniel Aigret, vous voyez ça comment? Anne-Catherine Rota aussi peut-être. Je sais que souvent vous dites, voilà, vous l'avez dit, c'est un élément du puzzle. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui va remplacer complètement l'humain. Je ne sais pas qui veut parler, Daniel Aigret? Oui, juste quelques mots, évidemment. Moi, je pense que c'est important d'avoir accès aux données qui éclairent un paysage, mais les réticences, elles sont lorsque disons, le classement ou la donnée remplace, disons, l'évaluation par les pairs et disons, le contact qui permet de creuser disons, d'évaluer la qualité après la lecture des rapports, des documents, des articles. Donc là, bien sûr, je comprends la prudence, mais attention, la prudence ne doit pas nous amener à dire toutes ces données sont inutiles, il faut uniquement s'intéresser aux rapports humains entre les gens pour évaluer les structures. Non, je pense que les données sont importantes. Anne-Catherine Rota. Absolument. On est dans cette idée de mettre les datas à leur bonne place, comme un outil pour aussi éviter des problématiques qui peuvent être des conflits d'intérêts ou de l'endogamie, il ne faut pas le nier. Et je pense qu'effectivement, ce mouvement qui se fait avec cette construction dans le cadre de l'espace européen de la recherche, qui est en reconstruction, il y a cette idée de s'accorder sur des principes de bon usage. Je pense on va avoir une petite publication qui va sortir demain ou après-demain sur des résultats, les recommandations qui sortent d'événements à huis clos avec des experts au niveau européen, on a pu faire cette réflexion avec des acteurs de l'ERC, la vice-présidente du conseil scientifique de l'ERC, avec des personnes de la DGRTD et de différents acteurs de pays membres, sur la nécessité de comprendre ce qu'on fait avec ces données, de savoir qu'est-ce qu'on entend par excellence, qu'est-ce qu'on entend par qualité de la recherche. Et il s'agit bien entendu de ne pas se limiter à des indicateurs sur de la publication scientifique avec la traditionnelle citation ou des indicateurs un petit peu de l'archéologie de ce qu'on faisait avec les data avec du Edge Index basique. On est beaucoup plus dans comprendre quelles questions on veut se poser, qu'est-ce qu'on veut appréhender, se doter d'un panel d'indicateurs avec une utilisation raisonnable de ces indicateurs par des personnes qui en connaissent les biais. C'est essentiel. Et cette combinaison d'aborder la qualité de la recherche et d'y mettre du quantitatif, et c'est difficile d'y échapper. Et c'est d'ailleurs très important de voir que sur la scène internationale, nombre de pays construisent leur stratégie, donc leur évaluation, elle est de l'auto-évaluation interne pour faire progresser les choses, en positionnant des objets tels que des grandes infrastructures de recherche au cœur de leur démarche. Et en faisant encore plus attention quand on est au grain des carrières, où là on a encore plus de sensibilité. Mais je pense qu'au global, ce qui est très important, c'est
cet usage bien réfléchi de ce que l'on veut analyser et sans jeter l'eau du bain, etc. Ça serait quand même très dommage. Merci Minafam, oui, allez-y. Alors, brièvement, on a beaucoup parlé des indicateurs, de la manière donc d'analyser, etc. Alors moi, je voudrais mettre un point peut-être pas très politiquement correct, mais je pense que si on veut vraiment faire la promotion de l'excellence de la recherche française, qui est réelle malgré toutes les difficultés qu'on peut imaginer, mais elle reste quand même au premier plan mondial, c'est incontestable. Je pense que nous avons un petit problème qui est un problème de communication. Si on veut faire la promotion, il faut être très clair, très visible, très compréhensible. Et vous avez mis le doigt, Jean-Philippe, tout à l'heure, sur les acronymes, sur les évolutions des noms, sur le fait qu'on change sans arrêt de positionnement. Et ça, pour nous qui sommes vraiment des professionnels de la promotion, qui voulons promouvoir notre système d'enseignement supérieur et de recherche français, c'est quand même assez difficile parce que nous-mêmes, il faut qu'on se tienne bien informés sur qu'est-ce qui est quoi. Et surtout, nous avons quand même recours à un langage de spécialistes, on parle entre soi. Il y a un entre-soi qui est un peu un frein à la manière de faire connaître notre système. Et je crois qu'on aurait un travail en interne à faire pour assurer une clarification de nos. Alors, c'est de la volonté aussi quand on change de nom, c'est souvent pour faciliter, mais quand une grande université française qui a été identifiée sous un nom, on peut critiquer, hein, mais enfin, un nom, qu'on va le changer maintenant alors qu'ils sont rentrés dans des classements internationaux. Vous parlez de l'Université de Paris. Voilà, c'est compliqué. Hein, je veux dire que pour des gens qui sont des médiateurs comme nous, qui n'avons aucune part dans ces choix, mais qui sommes là pour faciliter justement la compréhension de notre système. Voilà. Donc, il faut qu'on soit aussi nous-mêmes attentifs à bien se promouvoir parce que nous en avons vraiment tous les moyens, toutes les qualités. Je crois vraiment que nous, on a tendance en interne à se battre notre coulpe, à trouver que voilà, c'est pas assez bien. On est très critique. Et croyez-moi, quand on peut présenter la recherche française, l'enseignement supérieur français dans ce qu'il a de meilleur, il n'y a aucun problème, nous n'avons pas à rougir, nous sommes vraiment dans l'équipe de tête, simplement il faut nous aider à rendre ça très compréhensible, très simple à présenter, même s'il y a des complexités intérieures, hein, chacun le sait, et il ne faut pas combattre notre coulpe autant que nous le faisons parfois. J'ai un petit commentaire là-dessus, c'est un petit peu un bébé qui m'a occupé quelques années, c'est de rendre visible, d'avoir une lecture au niveau du grain du laboratoire français. Ces fameuses unités mixtes de recherche avec ces co-tutelles rendent des choses extrêmement peu lisibles à l'extérieur. Et donc, on y a passé 4-5 ans à essayer de traduire, grâce à la data, de manière dynamique, sans avoir à rajouter ces publications sur des portails internationaux, être capable de rendre ça visible et à jour. Et ça, c'est essentiel. J'ai un dernier commentaire et après je passe la parole. Je pense que c'est important aussi de considérer que cette data, elle ne va pas forcément en contradiction avec cette idée de préserver le droit à l'erreur et de ne pas être dans du quantitatif jugement qui est impact court terme. C'est important de dissocier les deux notions. Et si on pense excellence recherche, on pense ERC, on pense frontier research. Et c'est important de préserver ce droit à l'erreur. Et ce n'est pas l'utilisation de la donnée qui va empêcher ça. C'est sa bonne utilisation va au contraire encadrer et permettre d'accroître une obtention de financement pour ensuite permettre de faire prospérer des zones où on a repéré ses forces. Un grand merci, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter, mais on a déjà dépassé l'horaire final de quelques minutes. Et oui, je vois Noureddine, Madame Anim, alors vous faites court, hein, parce que je vais me faire taper sur les doigts après. Moi. Très rapidement, simplement, voilà, je souscris à ce qui a été dit hein, par Mina aussi sur la lisibilité, etc. Il y a un travail à faire, mais voilà, c'est pour terminer par un élément simplement positif, c'est qu'aujourd'hui, et ce que disait Monsieur Aigret, c'est sur les infrastructures, c'est qu'on peut faire de la bonne recherche partout en France. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la recherche, c'est-à-dire qu'on a des pépites sur l'ensemble du territoire. Et ça, effectivement, il faut communiquer beaucoup là-dessus parce que on peut avoir des généralistes, mais on a des pépites dans tout le territoire français. Et donc, et ça, c'est vraiment très important de le dire, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres pays. Merci. Alors, on m'avait demandé de demander à chaque intervenant de toutes les tables rondes, d'ailleurs, que j'anime et que les autres animent, en un mot, ce qui est important, selon eux, de faire dans les 5 prochaines années pour améliorer la recherche. Mais alors, j'ai peur qu'on explose encore notre temps. Si c'était un seul mot, c'est quoi? C'est financement, lisibilité. Voilà, c'est un exercice que je vous demande chacun. Minafam. Moi, c'est lisibilité, sans aucun doute. Lisibilité. L'excellence, nous l'avons. Oui.
l'excellence, voilà. Anne-Catherine Rota. Lisibilité. Ça commence à être le mot-clé. Daniel Aigret. Oui, le mot-clé me convient bien. Et Noureddine, Madame Annie. Attractivité. Très bien, attractivité et lisibilité, voilà, ça sera les deux termes qu'on retiendra et qu'on passera. Vous savez, dans notre événement Sync, il y aura des représentants des candidats à la présidentielle à Sorbonne Université jeudi. Donc, on n'hésitera pas à leur dire, à leur demander ce qu'ils comptent faire si le candidat qu'ils représentent est élu à la présidence de la République pour améliorer cette attractivité, cette lisibilité. Voilà, je vous remercie tous d'avoir participer à cette Expert Room. Sachez qu'un résumé écrit et un replay vidéo seront bientôt disponibles sur le site web de Campus Matin, notre site ouvert. Et donc notre événement, je clôt parce que notre événement Sync 2022 continue tout de suite avec un débat à 11h30 sur cette même plateforme Livestorm intitulé Massification, sélection, trancher enfin, point d'interrogation. Voilà, vous voyez qu'on a travaillé les titres, ils sont assez punchy. Voilà, on espère vous y retrouver nombreux. N'hésitez pas aussi à vous inscrire encore aux autres tables rondes, débats, expert room programmés jusqu'à jeudi. Je pense que Romain, dans l'onglet questions, va nous remettre aussi peut-être ou nous lancer ce qu'on appelle un call to action, un petit pop-up qui va se mettre avec le programme, le lien vers le programme complet de Sync. Voilà, il a fait une grande efficacité, Romain. Voilà, un grand merci à tous. Je pense qu'on peut applaudir derrière nos écrans, nos sacs intervenants, même s'il est déjà parti. Mais vraiment, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et bon appétit. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous.